pénible, c'est pénible. Ben, c'est le micro fixe, c'est pénible. Comme ça, vous m'entendez mieux? Très bien. Ah, bah voilà. Bien, alors, je vais vous parler de ce qui s'est passé dans le lac de Paladru, pas hier, pas avant-hier, mais en l'an 1000. Et nous avons la chance extraordinaire que les habitants de cet établissement en l'an 1000 nous aient tout laissé à portée de la main pour qu'on puisse en parler ce soir. Alors, j'aime pas être assis, j'aime bien être debout, puis en plus je gêne. Alors, le lac de Paladru, je ne vous fais pas l'offense de vous dire où c'est. La plupart d'entre vous connaissent, certains s'y sont baignés, d'autres y ont fait la voile. Donc, à mi-chemin entre Vienne et Grenoble et Chambéry, pratiquement. Alors, revenons un petit peu au contexte historique de notre affaire. Après Charlemagne, donc vous savez que son empire a été divisé, que son fils Lothaire a obtenu ce qui sera plus tard la Lotharingie, et puis le fils du fils a encore obtenu un morceau, et ce morceau s'appelait le royaume de Bourgogne et de Provence. C'est dans cette zone-là que nous allons opérer maintenant. Alors, revenons à ce royaume de Bourgogne et Provence. Dans ce royaume de Bourgogne et Provence, il y avait une multitude de comtés. Ce n'était pas encore très défini comme comtés, c'était des petits nobliaux qui se plaçaient sous la coupe d'un plus important, et en particulier de l'archevêque de Vienne en ce qui nous concerne. Et ce royaume était le royaume de Sermorens. Et Sermorens, s'il y a des Voironnais parmi vous, ils savent qu'il y a un quartier de Voiron qui est le quartier de Sermorens. C'était effectivement la capitale à l'époque, et c'est maintenant un morceau de Voiron. Alors, le lac de Paladru faisait partie de ce comté de Sermorens à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire en l'an 1000. Alors, ce lac, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, d'abord, c'est un lac glaciaire. Des lacs glaciaires, il y en a beaucoup dans les Alpes et dans le Jura, françaises, suisses et même autrichiennes. Par contre, il y a presque partout, s'il y a presque partout des établissements humains, ce sont généralement des établissements humains qui remontent à l'époque du néolithique. Et il est extrêmement rare, voire unique, de tomber sur un établissement qui date du Moyen-Âge. Et c'est pour ça que le site dont je vais vous parler, c'est un site unique en Europe pour l'information qu'il nous donne sur cette époque du Moyen-Âge. Alors, dans ce lac, simplement dans ce lac de Paladru, mais si vous allez au lac du Bourget, au lac d'Annecy, il y a également des établissements humains qui sont immergés. Au lac de Paladru, nous avons des établissements lacustres qui remontent à l'époque néolithique. On n'a pas trouvé vraiment de restes romains sur place, mais à la périphérie, il y en a beaucoup. Donc, il y avait des villas romaines. Et puis, il y a ces trois établissements qui datent du Moyen-Âge, qui étaient ceux des Grands Roseaux, tout au nord, vers donc Paladru, celui du Pré d'Ars et celui de Coltières, qui nous intéresse, qui se trouve donc tout à fait au sud du lac. Alors, de ces trois espaces, il n'en reste qu'un qui est vraiment utilisable, visitable, c'est celui de Coltières. Celui des Grands Roseaux, malheureusement, était très en surface. Il a pu être fouillé un petit peu, mais comme il y avait beaucoup de bois ramassés, c'est des bois très durs qui avaient traîné dans l'eau pendant 1000 ans, ça intéressait tout le monde, donc il a été pillé et il reste presque plus rien. Quant à celui de Pré d'Ars, eh bien, lorsqu'on a fait des travaux importants sur l'exutoire du lac, tout à fait au sud, là, l'exutoire qui alimente la Fure, on a fait baisser drastiquement le niveau du lac, artificiellement, pour pouvoir faire une vanne qui règle le niveau du lac maintenant. Et en baissant le niveau du lac, on a entraîné l'effondrement total au fond du lac du site du Pré d'Ars.
Donc voilà où nous en sommes du point de vue de l'histoire. Alors, on a quand même eu des informations, puisque des fouilles ont eu lieu dès le 19e siècle. On a repéré en particulier très bien un site, le site néolithique, où il y a un certain nombre de ce qu'on appelait à l'époque les maisons longues. C'était des maisons multifamiliales où cohabitaient souvent les gens et les bêtes. Et ce type de maisons sont effectivement venus s'installer au bord de ce lac. Alors, cette fouille. Alors, je vous l'ai dit, c'est une fouille d'un site qui est tout à fait exceptionnel. Cette fouille a été très très longue, puisqu'elle a été ouverte en 1971. Elle a été clôturée artificiellement en 2009, d'abord pour se laisser du temps d'utiliser les résultats de la fouille, et puis dans l'esprit qu'une fouille moderne ne doit pas épuiser complètement un site. Il faut en laisser un peu aux générations futures, qui auront des méthodes plus fines que les nôtres. Et si on a tout bousillé avant, comme les gens du 19e, voire plus avant, ont tout bousillé des choses qui nous intéresseraient maintenant, eh bien, ça serait irresponsable. Donc ça a été dirigé par Michel Collardel et Éric Verdel. Ça a utilisé énormément de monde, puisque vous voyez que rien qu'en plongeur, il y avait des équipes qui montaient jusqu'à 35 personnes. Et puis toutes les disciplines scientifiques qui ont été associées à l'interprétation des résultats, aussi bien nationales qu'internationales d'ailleurs, se sont rassemblées autour des résultats de cette fouille. Des bénévoles de l'ordre d'un millier. Donc, vous imaginez ce que ça fait, souvent des étudiants ou des étudiants tout court, qui sont venus prêter main forme. On a arrêté en 2009, et puis derrière, on s'est attelé à ce qu'on appelle la publication. Et la publication, ce n'est pas la moindre chose d'une fouille. Il faut rassembler tout ce qui a été trouvé, l'expliquer et le rendre disponible pour la communauté scientifique. Donc la publication s'est finalement terminée cette année, en janvier, par la parution des 2 tomes de synthèse. Alors, on a eu une publicité involontaire du fait d'Alain Resnais. Pour certains d'entre vous ont vu le film qui s'appelait « On connaît la chanson », où il y avait Bakri et Jaoui qui étaient des partenaires importants. Alors, Jaoui incarnait le rôle d'une étudiante un peu attardée, complètement farfelue, qui avait un sujet complètement stupide, qui s'appelait « Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru ». Donc ça faisait évidemment s'esclaffer tout le monde, tellement c'était ridicule. Manque de peau, c'est effectivement le titre d'une publication partielle qui avait été faite de cette fouille. Sauf que ni Alain Resnais, ni Bakri, ni personne n'avait pris le soin de vérifier qu'il fallait peut-être une autorisation pour ridiculiser à l'époque déjà une trentaine d'années de fouilles. Et donc ça a fait un scandale. Ils sont venus la queue basse demander combien on voulait pour compenser. On leur a dit ben non. Chaque fois que vous ferez la publicité de votre film, eh bien, vous ferez en même temps la publicité de la fouille. Voilà ce qu'il faudra dire, voilà ce qu'il faudra montrer. Ça s'est passé comme ça, et tout le monde est parti bon copain. Donc, parmi vous, il y en a peut-être qui ont entendu parler des chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. C'était pas un gag, c'est une histoire extrêmement sérieuse. Alors, venons maintenant à la fouille proprement dite. Alors déjà, on est dans des fouilles dites subaquatiques, c'est-à-dire qu'on va travailler dans l'eau, ce qui est très différent de la fouille sous-marine, parce qu'on est dans des lames d'eau qui sont très minces. On est sous 1 mètre, 2 mètres, voire maximum 3 mètres d'eau selon l'endroit et selon la pluviosité. Et donc, on barbote en gros. Vous voyez, les enfants que vous envoyez barboter au bord de la plage, qui brassent le sable, vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc, c'est assez compliqué et ça demande une organisation très précise et très importante dont je vais vous parler. Alors, voilà le site. Vous le voyez en vue aérienne type Google Earth, là, un peu au large des maisons du village de Charavine. Et puis, vous voyez le repérage cadastral dans le lac. Alors, vous voyez déjà qu'on est dans le lac.
On est dans le lac aujourd'hui, mais autrefois on n'y était pas. C'est-à-dire qu'autrefois on était sur le rivage. Et c'est ce phénomène qui a permis une telle conservation. Parce que le rivage est constitué de ce qu'on appelle la craie lacustre. Et la craie lacustre, c'est le carbonate de calcium qui est en solution importante dans un lac comme celui-ci, qui est alimenté par des reliefs jurassiques très, très calcaires. Et il se précipite dans l'eau, il se dépose et il forme à long terme de la craie solide, mais dans un premier temps, une sorte de boue pâteuse, plus ou moins compacte, qui est cette fameuse craie lacustre. Et cette craie lacustre donne, en s'accumulant, elle recouvre les vestiges et elle va sceller ce qu'elle enferme en les privant d'oxygène, en les maintenant en humidité constante. Et donc, c'est les conditions idéales pour garder aussi bien les bois que les métaux, que toutes sortes de matériaux organiques, jusqu'au plus fin, puisqu'on a pu regarder non seulement les pollens, mais carrément analyser les génomes de ce qui était conservé. Alors, on reviendra sur des propriétés de cette craie lacustre. Alors, pour fouiller dans une eau, pour barboter dans l'eau, on ne fait pas comme quand on barbote en surface. Les archéologues font des carrés, et puis ils travaillent carré par carré. Là, on était obligé d'avoir quelque chose d'indéformable, parce qu'il y a des courants. Même dans un lac, il y a du courant. Le courant est un déversoir, donc l'eau circule dans le lac. Et puis les vents font aller, venir les eaux. Donc on a travaillé sur une série de triangulation, des triangles de 5 mètres, et puis qu'on redivisait en triangles d'1 mètre, et les plongeurs s'occupaient d'un triangle d'1 mètre à la fois, et dans ce triangle d'1 mètre, eh bien, il fallait le relais des micros, ça c'est un grand classique des conférences. Il n'y a pas de conférence sans panne de micro, de toute façon, ça n'existe pas. Alors, pour arriver à évacuer cette vase qui se redépose sans cesse, hein, vous imaginez bien, donc on crée un rideau d'eau avec une pompe qui souffle de l'eau et qui permet de travailler au propre en permanence. Alors, les plongeurs voient d'abord, quand ils descendent, ils voient les seules choses qui sont visibles, ce sont les vestiges architecturaux, c'est-à-dire des pieux plantés qui ont pourri lorsqu'ils arrivaient à la surface de l'eau, puisque une fois qu'ils sont dehors, le bois ne se maintient plus. Par contre, tant qu'il est dans l'humidité, il se conserve. Et puis, un certain nombre de madriers horizontaux qui étaient couchés, qui formaient un certain nombre de figures qu'il va falloir décrypter. Alors, chaque plongeur est muni d'un carnet et il doit noter l'emplacement de tout ce qu'il trouve, le mettre dans un petit seau, prêt à être remonté, dûment étiqueté pour qu'il n'y ait aucun mélange des seaux, des carrés, des triangles inspectés, etc. Et de tout ce qu'il peut trouver qui lui paraît intéressant, il le met dans ce seau avec les numéros du triangle où c'est trouvé. Et puis, il y a un bateau en surface qui, en permanence, remonte les seaux et assure l'aller et venue sur une estaque qui est installée pour revenir à la maison de fouille, qui était une maison louée, une des fermes louées au voisinage du rivage. Alors, une fois qu'on a les seaux bien étiquetés, eh bien, il faut laver tout ça, et puis il faut tamiser pour récupérer tout ce qui est intéressant. Alors, on fait en général un premier tamisage avec une maille de 8 mm, et puis on met de côté ce qui est un peu plus intéressant apparemment, et on le repasse avec un tamis de 2 mm. Et puis ensuite, on met tout ça sur des plateaux, et puis hardi petit les bénévoles, avec éventuellement une loupe et une pince à épiler, et on trie, et on enregistre. C'est-à-dire qu'on fait des fiches, comme celle que vous voyez à gauche, dans lesquelles tous les objets, si petits soient-ils, les graines, les pépins de raisin, etc., sont notés avec leur emplacement
et leurs caractéristiques qui sont pesées s'il y a besoin, etc. Donc c'est un travail de fourmi, et vous comprenez qu'une fouille comme ça, ben, elle ne peut pas aller très vite, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Si les plongeurs remplissent toute la cour de sauts, ça ne sert à rien. Il vaut mieux qu'au fur et à mesure, on arrive à classer et enregistrer les vestiges. Alors, les vestiges, c'est bien joli, sauf que ils ont été conservés 2000 ans dans un milieu humide, et dès qu'on les sort à l'air libre, eh bien, ça leur pose des problèmes, parce qu'ils sont gorgés d'humidité. Et donc, tout ce qui est poreux, fibreux, le bois, les cuirs, les tissus, tout ça, une fois que c'est remonté à l'air libre, eh bien, ça s'assèche assez brutalement, ça se déforme complètement, ça se racornit. Hein. Vous prenez une éponge, j'ai un confrère ici dont je vais vous parler, qui montrait très bien ça aux étudiants à l'école d'architecture. Il disait, vous prenez une éponge pleine d'eau, elle faisait ce volume, vous la serrez, il n'y a plus d'eau, vous la posez sur le radiateur, et vous revenez 8 jours après, elle est toute racornie, elle a encore diminué beaucoup. Donc il faut imaginer que c'est ce phénomène qui se produit. Donc on est obligé de figer l'humidité à l'intérieur de tous ces matériaux, pas les grains de raisin, mais dès qu'on a des matériaux, des objets suffisamment importants, en bois en particulier, on est obligé de les figer. Comment on fait? Eh bien, on les transporte à Grenoble au centre Arc Nucléaire, qui utilise l'ancienne piscine Mélusine de la pile nucléaire, et on remplace petit à petit, avec un solvant, l'eau par un liquide qui peut ensuite accueillir une résine au fur et à mesure. Et tout ça, ensuite, c'est durci par un rayonnement nucléaire, un rayonnement gamma. Donc, quand il s'agit d'une pirogue, vous voyez que c'est un petit peu compliqué, parce qu'il va falloir construire des berceaux pour les transporter, pour les irradier, etc. Quand il s'agit d'une paire de chaussures, c'est plus simple, mais les deux ont besoin du même traitement. Donc, c'est pas si simple de trouver quelque chose de merveilleux, parce que si on l'abandonne à sa qualité de merveilleux, le lendemain, il ne vaut plus rien. Alors, une fois qu'on a récupéré toutes ces données, eh bien, il va falloir commencer à les interpréter. Il va nous falloir essayer de dater le site, et puis de comprendre l'organisation de l'espace, l'architecture, enfin, reconstituer tout ce qu'a pu être la vie dans cet établissement humain. Alors, comment s'y prendre? D'abord, il y a la question de la datation. Alors, la question de la datation, il y a plusieurs méthodes qui sont assez classiques. Il y a celle qu'on appelle vulgairement le carbone 14. Le problème du carbone 14, c'est que ça va très bien pour des périodes assez anciennes, parce que si on date à 500 ans près, ce n'est pas dramatique. Hein. Par contre, ici, il n'est pas question de dater à 500 ans près. Et donc, vous voyez, là, on n'est pas à mieux de 25 ans près. Alors, il y a les monnaies sont bien classifiées, bien datées, on connaît les périodes de circulation de chaque monnaie, mais ça, encore là, ça ne donne que des fourchettes. L'idéal est ce qui sert dans tous les cas, à chaque fois qu'on a affaire à des vestiges en bois, eh bien, c'est la dendrochronologie. Alors, si vous vous êtes tous baladés en forêt, peut-être que vous avez montré à vos enfants, aux petits-enfants, tiens, regarde, tu vois, cet arbre, il a tel âge, parce que si on compte les cernes, eh bien, on va dire, celui-là, il a 10 ans, celui-là, il a 30 ans, celui-là, il a 100 ans. Mais si on regarde mieux les cernes, on va s'apercevoir qu'il y a plein d'informations qui peuvent nous dire que telle année, il a fait trop chaud, donc les cernes sont serrées. Telle autre année, il a fait trop pluvieux, donc les cernes sont très espacées. Là, il y a eu un incendie, donc ça se voit sur la trace du bois. Là, il y a eu un gros coup de vent, donc les cernes sont plus penchées d'un côté que de l'autre, etc. Donc les cernes du bois sont une transcription très précise de la vie de l'arbre. Alors, ça c'est bien. Si on a un arbre dans lequel on peut faire un diagramme des cernes, et on s'aperçoit que, eh bien, à telle époque, il y a eu, les cernes sont plus ou moins rapprochées, plus ou moins éloignées, etc. Ça donne un diagramme. Si on trouve un bois un peu plus ancien qui partage une partie de ce diagramme, eh bien, on va pouvoir dater. Alors, si on remonte du présent,
vous voyez que petit à petit, de proche en proche, chaque fois qu'on pourra trouver un bois encore plus ancien, mais qui partage une partie de la séquence particulière des cernes, hein, celle que vous voyez en vert d'abord, puis en jaune, etc. Donc, on peut aller, si on trouve des bois, par exemple, dans les tourbières, qui ont des millénaires et qui sont bien conservés, si on trouve dans des très vieux bâtiments, hein, alors il suffit pour ça, on ne va pas couper une poutre, hein, on fait simplement un petit sondage, un carottage comme vous feriez dans une meule de gruyère pour voir s'il est mûr à point. Et petit à petit, on peut faire un diagramme qui devient un véritable calendrier à l'année près, ce qui est épatant. Alors, sauf que ce n'est pas valable, il faut chaque essence d'arbre, et puis il faut chaque région. Donc, il y a des tas de labos qui se sont penchés dessus dans toute l'Europe pour arriver à établir ces fameuses cartographies. Et donc, fort de ces analyses, on a daté une très grande proportion des arbres et on trouve que c'est très exactement, le premier arbre a été abattu, le premier pieu qu'on a trouvé, plus ancien, a été abattu en 989 et puis le dernier qu'on a trouvé en 1034. Donc la période de vie de cet établissement est parfaitement cadrée. On vérifie avec la céramologie que ça marche. Alors vous voyez que c'est un établissement qui n'a pas duré longtemps et qui a eu une très grosse activité de bûcheronnage pour arriver à se procurer tous ces bois. Deuxième système d'analyse qui est essentiel, c'est la sédimentologie, c'est-à-dire l'analyse des sédiments. Pour analyser les sédiments, eh bien, on fait comme partout, on fait des carottages. Donc dans ce cas-là, on se prenait des tubes en PVC, un fissant, comme diraient les plombiers, et puis on l'enfonce dans la craie jusqu'à ce qu'il touche du dur, donc on dit à refus. Et puis, évidemment, on cartographie très précisément tous ces sondages. Vous voyez qu'on a fait quand même 120 carottages directement sur le site et 80 au voisinage. Ensuite, eh bien, on ramène tout ça à l'air libre, on scie les tubes en deux, et puis on a une séquence de terrain qui change. Donc on va voir ce qu'il y a généralement de la craie en surface, on sait, elle est récente. Et puis il y a de la craie dessous, ben oui, c'est avant qu'il s'installe. Puis entre les deux, il y a toutes sortes de couches intéressantes. Il y a une couche de fumier, bon. Et puis là, il y a une couche de débris qu'on appelle anthropique, c'est-à-dire ce que nous, en vivant quotidiennement, nous rejetons ou nous utilisons. Il y a des couches qui sont piétinées, il y a des couches plus denses, des couches moins denses, etc. Donc on va établir des diagrammes, des sortes de coupes du terrain, comme celle que vous voyez, qui est complètement compactée, hein, sur la partie gauche de l'examen, de la diapo. Et pour chaque couche, chaque séquence, on pourra faire une carte particulière. Donc on pourra dire, à telle période, à telle profondeur, eh bien, le terrain, il avait cette forme. On voit par exemple qu'il y a eu une inondation à un moment. Donc en inondation, on sait exactement jusqu'où l'eau est venue. Donc vous voyez à quel point ces outils permettent d'avoir une vision quasi quotidienne d'événements qui se sont passés il y a 2000 ans. Enfin, 2000 ans, non, je suis un peu fort là. 1000 ans, c'est déjà pas mal. Hein. On ne peut pas faire aussi, on peut pas tout à fait faire aussi bien avec les Romains, mais presque. Alors, première certitude, bon, c'est pas une cité sur pilotis, c'est une cité qui était établie en terre ferme, sauf que leur terre ferme était un peu molle, mais bon, en terre ferme. Donc, on oublie les visions romantiques. Le site, eh ben voilà à quoi il ressemble. Alors, c'est un sacré bazar parce qu'il y a quand même 800 pieux plantés sur un espace qui est relativement petit. Hein. Vous voyez l'échelle là de 10 mètres en haut. On repère assez vite, grâce aux fameux madriers qui sont par terre, qu'il y avait 3 maisons. Une grande au milieu, une à droite, une à gauche, au nord, au sud. Tout ça était dans une enceinte, puisqu'on voit qu'il y a des madriers, des pieux plantés en série qui constituent une palissade.
Il y avait un accès principal par en haut de la diapo, là, c'est-à-dire du côté de la terre ferme, avec une passerelle. Donc ça devait être un petit peu marécageux, il fallait passer au sec. Il y avait un accès au rivage, que vous voyez tout à fait en bas, là, qui permettait, avec les bateaux, de circuler sur le lac. Et puis un peu à l'écart, il y avait un chantier, le chantier où on travaillait le bois, qui permettait de venir apporter les bois et puis de les travailler, déjà dégrossir avant de pouvoir les utiliser. Alors vous voyez une grande bande jaune là, c'est qu'en 1921, bon, on ignorait la présence de ce site et on s'est dit on va faire un chenal à bateau. Donc on a creusé un canal, on a bétonné l'entrée, vous voyez ces deux arrivages là de béton marron. Et donc cette zone, eh ben, elle est perdue puisque ça a été arraché. Vous voyez aussi plein de taches noires. Alors ces taches noires, c'est des poches d'argile. Alors il n'y a pas de poche d'argile dans un lac calcaire, hein. Donc cette argile a été rapportée parce qu'on avait besoin de se mettre au sec, ne serait-ce que pour installer un foyer pour pouvoir faire du feu. Donc il y a des grandes couvertures d'argile, vous voyez, toujours dans les bâtiments, et puis quelques-unes à l'extérieur, une qui semble être une forge, là, en haut à droite. Et puis aussi sur le chantier, il y a des plaques d'argile. Alors après, on se demande, voyons, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils ont pris des mesures quand ils sont venus s'installer? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors on va chercher par exemple ce qu'on appelle la métrique du site, c'est-à-dire est-ce qu'on peut le mesurer avec une mesure particulière d'époque. Alors évidemment, si vous prenez le centimètre, tout va marcher, hein. Donc il faut des mesures assez grandes pour que ça soit pertinent. Le pied, c'est trop petit. Alors on a cherché la toise, etc., toutes les mesures qui étaient attestées dans la littérature de l'an 1000. On a trouvé que c'était sans doute le pas romain, puisque le quadrillage en pas romain correspond miraculeusement bien à l'implantation. Alors vous voyez que c'est déjà une information très importante, parce que ça veut dire que ces gens-là, c'était des géomètres et des arpenteurs, et que ça ne les gênait pas d'être dans la gadoue au bord d'un lac, ils s'y retrouvaient quand même. On ne sait pas trop comment, mais dont acte. Alors le pas romain, les Romains, ils comptaient intelligemment, c'est-à-dire qu'ils comptaient en enjambées. Quand ils revenaient sur le même pied, ça faisait un pas. C'est pas simplement ça, hein. C'est donc 2 pas pour nous. 1,478 m à cette époque. Alors voilà, ensuite il va falloir s'occuper de ces bâtiments. Alors, on se trouve à avoir un site assez bizarre. Vous voyez par exemple, si on s'occupe de la grande maison du milieu, elle fait 10 mètres de côté. Donc c'est un carré quand même de 10 mètres par 10 mètres. Vous voyez que dans ce sens-là, elle tient juste dans la pièce. Là, c'est un peu plus long. Mais c'est quand même un bel espace, hein. Alors, on regarde, on catalogue tous les pieux. Il y en a qui sont inclinés, il y en a qui sont droits. On verra si on peut en tirer quelque chose. Autre indice curieux, on est tombé sur un morceau de tuile qui était une tuile gallo-romaine qui avait été abandonnée quelques siècles avant et qui a été gravée. Alors une gravure sur une tuile, c'est courant, hein. Simplement, celle-là, elle est quand même très, très troublante parce que si vous regardez bien le petit schéma qui est en rouge à côté, vous voyez qu'on y voit la moitié, la tuile est cassée, il y en a la moitié. On y voit la moitié de l'enceinte, en gros. On y voit une sorte de maison au milieu qui ressemble beaucoup à ce que font les enfants quand vous leur demandez de dessiner une maison, avec une porte, il ne manque que la cheminée. Vous voyez une passerelle courbe qui rentre dans le site. Puis vous voyez une deuxième petite passerelle avec deux petits traits qui s'en va sur le lac. Donc, soit c'est quelqu'un qui s'est amusé, soit c'est mieux. Et si c'est mieux, c'est quoi? Parce qu'il faut bien savoir que des plans de maître d'œuvre de l'an 1000, on n'en a pas. On a conservé quelques très beaux plans médiévaux, plutôt d'époque gothique.
On sait qu'il traçait beaucoup au sol pour ce qui était la mise en place des arcs, des coffrages, des cintres, des voûtes, etc. On a un plan qui est très sévère, qui est très célèbre, qui est le plan de la façade de la cathédrale de Strasbourg, mais on a très très peu de plans. Alors si c'était vraiment ça, ça voudrait dire qu'il y avait le chef de chantier qui se trouvait avec des artisans qui étaient des embâtés, qui ne comprenaient rien. Bouge pas, je vais te faire un croquis. Comme maintenant, les architectes, nous autres, quand on est sur le chantier, qu'on se trouve avec des ouvriers qui n'ont pas compris dans quel sens on tenait le plan, on leur fait un petit croquis sur le coin du plan. Donc un plan qui est sur le chantier et plein de croquis une fois que le chantier est fini. Donc ça pourrait être ça, ce qui est très intéressant sur la connaissance de l'art de bâtir de l'époque. Alors après, la question de la restitution architecturale. Alors là, j'ai eu la chance de bénéficier de l'aide de Rémi Moutarde, qui est ici, qui est ingénieur, qui est charpentier et qui a fait une thèse sur la construction gothique et qui m'a beaucoup épaulé. Merci Rémi. Alors, à quoi se référer? Alors d'abord, des autres fouilles similaires. Je vous ai dit au début, c'est à peu près la seule en Europe. Donc, par chance, il y en a un petit bout qui a été trouvé dans la Gironde, où on a trouvé des choses à peu près identiques dans une zone tourbeuse. Les textes du 11e, concernant la construction, il n'y en a pas. Ce n'est pas la peine de se casser la tête. Alors, on a des descriptions de bâtiments finis éventuellement, mais c'est généralement pour dire à quel point leur propriétaire était un seigneur grand, généreux et tout. Ça ne nous apprend rien. Les bâtiments conservés. Alors, de l'an 1000, c'est rare. Il y a un peu en Norvège ce qu'on appelle les stavkirker, qui sont des églises qui remontent au XIe siècle, où on voit des dispositifs de charpente qui peuvent nous influencer et qui nous font penser qu'on était, du point de vue culturel, en Charpente, dans une zone septentrionale et non pas dans une zone méridionale. C'est-à-dire qu'on a plus de parenté avec les pays du Nord qu'avec les pays du Sud et la romanité en général. Le savoir-faire médiéval, eh ben, il y a des images, mais elles sont généralement 13e, 14e, 15e siècle. Mais ça n'a pas beaucoup changé. L'ethnologie, allez voir les maisons sur pilotis qui peuvent exister dans les îles de la Sonde, en Polynésie, etc., etc. L'archéologie expérimentale, c'est-à-dire essayer de refaire soi-même essayer quels moyens on pourrait pour arriver à faire la même chose. C'est ce que Rémi Moutarde a fait avec des charpentes gothiques pour arriver à reconstituer la façon de s'y prendre. Et puis surtout, les contraintes inhérentes aux matériaux. Avec un matériau, avec des outils, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, l'iconographie médiévale, on voit, mais vous voyez, ça c'est une image du 15e, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même longtemps après. Mais les outils n'ont pas beaucoup changé, donc on peut quand même s'appuyer là-dessus. Alors, d'après les bois qu'on trouve, comment ça se passait? Alors d'abord, ils allaient abattre en forêt des bois, alors grande majorité de chênes, le chêne c'est très dur, et un complément en hêtre, et puis ensuite des bois particuliers pour des usages particuliers. Donc, ils étaient abattus tout le tour du lac, puis ensuite ils étaient flottés, mais ils arrivaient en groupe. Comment on sait qu'ils étaient flottés? Regardez bien la photo de gauche, vous voyez qu'il y a un trou bizarre qui passe au travers, comme ça, qui permet de passer une corde, mais si c'est pour tirer très fort, ça va casser. Par contre, dans l'eau, ça va. On en a retrouvé ailleurs, similaires, en particulier du côté de la Loire. Donc, ils étaient tirés avec des pirogues jusqu'à pied d'œuvre. Ensuite, il fallait les amener sur ce fameux chantier que je vous ai présenté, c'est-à-dire avec une série de poutres côte à côte sur lesquelles on va pouvoir grimper ces billes. Attention, c'est lourd. C'est-à-dire que le bois, quand il est mouillé, eh bien, il est excessivement. Le chêne, qui a une densité mouillée qui est de l'ordre de 0,9, il flotte à peine. Il sort à peine de l'eau. Si vous prenez, on a des poteaux de ce genre-là, une bille qui fait 30 à 40 cm, qui fait 10 mètres de long,
il pèse 1 tonne. Hein. Donc pour du bois, c'est énorme. Donc il fallait des treuils pour les tracter. On a trouvé quelque chose qui ressemble énormément à un cylindre de treuil. Donc on sait qu'ils utilisaient des treuils. Ils avaient des cordes, on sait qu'ils utilisaient des cordages en chanvre. Bon. Donc on a les cognets qui ont servi à abattre les arbres. Donc on a tout ce qu'il faut pour imaginer cette première phase. Les phases suivantes, eh bien, une fois qu'on a une bille ronde, il faut en faire une poutre carrée. On est carré, on fait du carré. Donc les carissages, ça se fait toujours. Les chantiers de Notre-Dame actuellement, ils ont été équarris comme ça, c'est-à-dire qu'on a repris des techniques anciennes. Quand il fallait plus vite, on a mis des machines, mais pour ce qui est du façonnage des poutres elles-mêmes, c'est équarri avec des haches qui sont généralement des haches particulières. Je passe. Donc vous voyez qu'au Moyen-Âge ou maintenant, on faisait la même chose. Hein. Pour savoir à quelle profondeur il faut s'arrêter, on faisait un crantage, c'est-à-dire qu'on faisait toute une série de saignées à la bonne profondeur, puis ensuite on enlevait des tranches, des gros copeaux, jusqu'à ce qu'on arrive au fond de la saignée, puis on avait une poutre carrée parfaite. Alors, une fois qu'on a de quoi faire des poteaux et des poutres, qu'on les a amenés à pied d'œuvre, encore faut-il pouvoir s'en servir. Donc, il faut pouvoir les lever. Les engins de levage de cette époque étaient ceux qui existaient déjà dans l'Antiquité, c'est-à-dire principalement des mâts et des chèvres. Ce que vous voyez là, c'est une chèvre, c'est-à-dire c'est 2 pieds avec une poulie en haut et puis un treuil entre les 2 pieds. On passait donc avec ou sans moufle une corde. Et évidemment, ça, il fallait l'ancrer quelque part, ce qui pose des problèmes d'ailleurs dans la craie lacustre. Et puis, on pouvait ainsi, en s'y prenant bien, c'est-à-dire en faisant comme sur le schéma, arriver à lever un pieu qui pouvait faire pas loin d'1 tonne. Alors, une fois qu'on l'avait là, il fallait l'enfoncer. Eh bien, figurez-vous que la craie lacustre est tout à fait miraculeuse de ce point de vue-là, parce qu'elle est thixotropique. Et thixotropique, les ingénieurs savent ce que c'est, mais peut-être pas tout le monde. C'est-à-dire que c'est un matériau, un peu, si vous voulez, les sables mouvants. C'est-à-dire un matériau qui est rigide, et puis si vous tapez dessus ou vous l'agitez, il se liquéfie tout d'un coup, mais brutalement. Puis si vous arrêtez, il se resolidifie. Donc c'est le cas. Et donc il suffisait de dresser les poteaux, on a fait les expériences, ça marche, et de taper dessus pour le mettre en vibration, et là, pouf, il partait d'un coup en profondeur. Alors il partait jusqu'où? Ben, tout dépend, parce qu'il y avait 2 problèmes, soit il touchait du dur et il s'arrête, soit il arrivait à un moment où il flotte, comme un bateau, en fonction de la densité et de la partie, hein, c'est Archimède. Bon. Et donc, quelquefois, il fallait l'empêcher d'aller trop loin. Donc, quand on prévoyait qu'il irait trop loin, on mettait des clés, comme celle que vous voyez là. C'est-à-dire, quand il arrivait sur la clé, pof, il touchait le sol, il s'arrêtait. Donc, avec ce procédé, eh bien, ils ont réussi à foncer, comme on dit, 800 pieux de différents diamètres, des plus petits et des plus gros. Et ce qui est quand même un travail extraordinaire. Hein. Alors, ensuite, ils installaient ces fameux madriers pour faire des quadrillages qui constituaient une sorte de caisson de fondation sur lesquels on pouvait ensuite monter la maison. Alors, monter la maison, ben, de nouveau, utiliser des chèvres. Bon, tout ça est la partie la plus obscure des recherches qu'on a faites parce que une chèvre, c'est long à s'installer, il faut que ça soit bien calé. Puis s'il faut la déplacer à chaque fois qu'on fait un pieu, il faut la déplacer 800 fois. Donc, vous voyez qu'ils avaient trouvé une astuce pour s'économiser. Hein. Et là, on est un petit peu dans l'embarras par rapport à cette technique. Mais enfin, il n'y avait pas d'autre solution. Alors, sur ces caissons, eh bien, ils installaient des jonchés, c'est-à-dire qu'ils faisaient un platelage grossier, et puis ils répandaient des fougères, de la paille et toutes sortes de choses qui faisaient le sol de l'appartement. Et puis à l'endroit où on voulait faire du feu, eh bien, on installait de l'argile, et puis on installait ensuite un carré de planches qui permettait de limiter, d'éviter la cendre de se répandre.
Alors, vous voyez qu'on a déjà un premier indice, on trouve énormément d'objets perdus. Vous voyez que dans ce système-là, où il y a un plancher qui est peu étanche, peu compact, si vous perdez votre clé, eh ben vous ne pourrez jamais aller la trouver, parce qu'elle a passé au travers et c'est définitif. C'est pour ça qu'on trouve une quantité hallucinante de clés, comme s'ils avaient la phobie du vol qui barrait partout. Mais c'est pareil pour les couteaux, c'est pareil pour un tas d'objets qui sont perdus, même des objets de valeur. On dit, bon, quand on perd des objets de valeur, on va le chercher, surtout à cette époque. Eh bien non, ce n'était pas possible parce que ce type de sol ne permet pas d'aller visiter le sous-sol. Alors on s'est demandé aussi comment étaient faites les parois, parce qu'on ne trouve pas d'argile qui permettrait de penser à du pisé ou à des briques, donc c'était tout en bois. Donc on a trouvé des planches. Donc ces planches, elles étaient taillées à la hache. Hein. Elles n'ont pas de scie. Je signale, la scie est introuvable. Il n'y en a qu'une, toute petite, qui servait à fabriquer les peignes. C'est-à-dire pour scier les petites plaquettes de buis dans lesquelles on fabrique les peignes. Mais aucune scie. Donc tout était fait à la hache, avec différentes sortes de haches, herminettes, etc. Donc on fait des hypothèses sur la façon de pouvoir assembler des parois pour faire des façades. Alors ensuite, on se dit, ben, il faut assembler, il faut bien monter des charpentes là-dessus. Une fois qu'on a planté, alors vous avez vu, ces pieux, ils font un peu ce qu'ils veulent, parce que s'ils descendent brutalement, s'il est parti en biais, c'est fini, on ne peut plus le sortir. Hein. Alors on a essayé d'en sortir un, il a fallu venir avec des engins, ça a été la galère pour arriver à le tirer, parce qu'une fois que la craie est figée, elle ne laisse pas venir. Alors, on regarde ensuite les assemblages qui étaient connus à l'époque. Alors là, il nous faut un peu de littérature, voir ce qui a été analysé, trouvé. À l'époque, on savait faire que les assemblages plaqués, c'est-à-dire lorsqu'on approche deux pièces l'une contre l'autre. Mais on ne savait pas faire des assemblages qui étaient embrévés, c'est-à-dire où il faut y avoir des mouvements de translation compliqués avant de pouvoir emboîter. Donc, si on part de cette hypothèse, eh bien, comment on peut faire pour couvrir un carré de 10 par 10? Comment on peut poser les poutres et les solives? Comment on peut faire pour faire une charpente? À l'époque, dans cette région-là, en tout cas, on ne connaissait pas la ferme triangulée. Donc, le peu qu'on a retrouvé de charpente, eh bien, c'est une poutre principale horizontale avec des potelets qui viennent supporter les parties obliques. Contrairement à ce que vous avez dans une charpente moderne, où les parties obliques sont arc-boutées l'une contre l'autre et ancrées solidement dans les deux extrémités de la poutre horizontale, de façon à faire comme une sorte de voûte indéformable. Et ça, vous pouvez le prendre, le poser, ça se tient tout seul. Alors qu'à l'époque, on ne savait pas faire ça. Donc on a cherché plusieurs solutions aussi. Hein, vous voyez que ce qui est assez navrant pour l'architecte, c'est que ce qui est le plus visible, sont les vestiges architecturaux. Ce qui est le plus difficile à interpréter, ce sont les vestiges architecturaux. Par contre, quand il s'agit de savoir ce que mangeait l'âne ou le bœuf, on a tout ce qu'il faut parce qu'on a retrouvé leurs crottes, on peut les analyser, on peut savoir s'ils avaient une maladie ou pas, etc. Donc c'est pain béni. Enfin, le pain béni pour une crotte, c'est pas idéal, mais bon, faisons avec. Alors, ensuite, il faut faire des hypothèses. Puisqu'il n'y avait pas de tuiles, puisqu'il n'y avait que la seule solution, le chaume, il y a des roseaux partout, donc ce n'est pas compliqué. Sauf que le chaume, eh bien, il faut au moins 45 degrés de pente pour que ça marche. Donc il faut des toits assez pointus. Et puis, on ne sait pas bien faire les arêtes avec le chaume. Il faut que ça tourne en continu, le chaume. Hein. Vous voyez, une chaumière, hein, on arrondit le toit partout. Hein. On a un problème au feuilletage parce qu'il faut arriver à fermer, mais bon. Donc, il y avait forcément ce qu'on appelle des croupes, c'est-à-dire un pan de toiture qui se trouve au bout de chacun des extrémités de l'édifice. Donc, si on cherche des assemblages possibles, en se disant toujours que de l'assemblage plaqué. Alors voilà, bon, une possibilité. Alors ensuite, il y avait un étage ou il n'y avait pas d'étage? Alors les archéologues, sur la foi, les historiens en plus, sur la foi de ce qu'on peut lire à l'époque de l'an 1000, ils disent, et puis sur le site lui-même, on dit il y a cette maison principale, puis ses annexes, c'était des seigneurs, donc ils avaient forcément un étage.
Alors l'architecte, il dit, ben, écoutez, moi je fais comme vous voulez, mais plus il y a d'étages, plus c'est compliqué, hein. Alors, donc voilà, on essaye sans étage, comment ça pourrait être, on essaye avec étage, comment ça pourrait être, on fait 3 ou 4 propositions différentes, et puis on ne saura jamais de façon pertinente si c'est juste ou si c'est faux. Mais on fait des propositions, il faut bien avancer. Alors on fait aussi des vérifications sur maquette. Est-ce que ça peut se manipuler quand on fabrique la maquette, ça marche pas. Donc les maquettistes peuvent nous dire, dites donc votre truc, j'y arrive pas parce que même à petite échelle, ça se passe mal. Et puis après, ben, il faut bien se lancer. Donc puisqu'on arrive à la date critique de la publication, eh ben, il faut arrêter. Donc on dit, ben, je vous propose ceci et cela. Et puis soumis à la communauté scientifique, il y aura un Anglais, un Suédois, je ne sais pas qui dira non, 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 c'est absolument pas possible parce que... Et là, donc, on aura fait un pas. Mais pour le moment, donc, voici des dessins que j'ai proposés qui pourraient ressembler à peu près à ce qu'il y avait à cette époque, avec étage ou sans étage. Moi, l'étage, j'ai peur, mais les archéologues sont très convaincus de la présence des étages. On n'a pas trouvé d'escalier. Il faut faire passer la fumée. Donc on a étudié aussi toute cette histoire, le conduit de fumée. On ne savait pas faire des cheminées avec une souche à l'époque. Donc on laissait sortir la cheminée, soit par les coins du toit, soit simplement par la perméabilité du toit. Alors on devait vivre dans la fumée en permanence, hein. Donc nous, ça nous piquerait les yeux, mais pas eux, hein. Ça servait aussi à tuer les bêtes et à conserver les jambons. Donc tout ça, c'était très bien. Alors, deuxième grande partie de mon exposé, c'est la vie matérielle des habitants de ces 3 maisons. Alors ces 3 maisons, déjà, l'explication qu'on en trouve, puisqu'il y avait 3 fois, en gros 3 maisons sur le lac, c'est une colonie. C'est-à-dire qu'ils ont été envoyés avec armes et bagages, vous verrez qu'il y a armes et bagages, pour s'installer, prendre possession de ce terroir. Et c'est vraisemblablement l'évêque de Vienne qui était le commanditaire de cette mission, hein. Et quand ils ont peu pu tenir leur mission, ils ont déménagé. Alors, voilà, ça pouvait ressembler à ça, mais bon, les images d'Épinal, c'est toujours... Alors, faisons un peu le tour de ce qu'on a trouvé qui nous permet d'avoir une idée précise. Eh bien, déjà, c'était des agriculteurs, éleveurs, puisqu'on retrouve des outils typiques de l'agriculture, de l'élevage. Vous le reconnaissez, sans que ce qui est extraordinaire, hein, c'est que, d'ailleurs c'est pareil quand on fouille chez les Romains, on reconnaît les outils parce qu'on les a vus au moins chez nos grands-parents. En tout cas, c'est des outils qui sont très proches des nôtres, y compris le bâton qui sert à glander. Hein, alors glander, ça a pris un autre sens maintenant, mais, mais qui sert, donc on lance dans les branches des chênes pour faire tomber les glands, hein. On voit ça sur des belles miniatures, ces miniatures du duc de Berry qui sont hyper célèbres. On voit un glandeur, puis on voit les porcs aux pieds qui sont en train de se repaître de glands. Alors, polyculture, alors comme on a les pépins, comme on a les graines, comme on a tout, on sait exactement les répartitions, les céréales qui étaient cultivées, vous voyez, une grande majorité de seigle, ensuite du blé, de l'avoine, un peu d'orge, du millet, et vous retrouvez des bols qui ressemblent à s'y méprendre à un paneton que vous avez oublié avant de partir en vacances, avec quelques coquilles de noix, un vieux champignon, des noisettes, etc. Donc on trouve ça, on peut tout à fait voir ce qu'ils consommaient. Alors il y a beaucoup de plantes, hein, on a identifié 260 plantes sauvages, dont 180 thérapeutiques ou tinctoriales, hein, qui servaient aussi à faire les teintures. Alors, une chose très intéressante, c'est les pépins de raisin, parce qu'on a trouvé les pépins de raisin. Donc, on les a soumis à des laboratoires d'archéogénomique qui ont tiré le génome du pépin de raisin et qui ont pu identifier les cépages.
Et donc, on s'est aperçu que c'était des cépages toujours locaux, qui existent toujours, en particulier la mondeuse. Donc, on a trouvé que ces braves gens, il y a 1000 ans, ils buvaient de la mondeuse, comme vous pouvez le faire à l'occasion si vous êtes en Savoie, en Bugey ou dans ces zones-là. En particulier la mondeuse blanche, plus vraisemblablement. Ils la mettaient en tonneau, puisqu'on a trouvé des douelles de tonneau, on a trouvé des fonds de tonneau, on a trouvé des bouts de cerclage de tonneau. Donc, ils mettaient en tonneau. Par contre, ce qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas de verre. Donc, ils buvaient soit au gobelet, soit à la régalade. Alors, passons aux animaux. Un élevage important, majorité de porcs. Hein, c'était la société du porc. Puis les moutons, les chèvres, enfin les bovins qui sont le moins. Alors, comment on sait exactement ce qu'un animal dont on trouve les restes est comestible ou pas? On voit des entailles de boucherie. Donc, les gens qui sont spécialisés de l'examen des squelettes vont vous dire à coup sûr, ça c'était une bête qui a été mangée, celle-là n'a pas été mangée. On sait qu'ils faisaient du lait, des fromages. On a trouvé des égouttoirs à fromage. Il y avait des ânes, on a trouvé des ânes, il y avait des poules aussi, on a trouvé des squelettes. Du gibier, pas énormément, mais du gibier sauvage, des oiseaux, des renards, des lièvres. Alors, il y a des chiens, et puis on a trouvé un reste de chat. Donc, ils avaient aussi un chat pour les souris. Les chevaux, par contre, on n'a jamais trouvé de squelette de cheval consommé. Donc, les chevaux étaient réservés à la monte, uniquement. C'était des chevaux relativement petits, d'ailleurs, on le sait par les fers à cheval qu'on a trouvés. Et puis on a trouvé, par exemple, cette très belle pièce qui est un arçon de sel en hêtre avec un motif où il y a une croix et puis 2 lions affrontés. Je ne sais pas si vous les voyez très bien. Alors, navigation. Une navigation lac, évidemment. Ils avaient des pirogues. On a retrouvé au moins 2 pirogues assez bien conservées. C'était des pirogues qu'on dit monoxyles, c'est-à-dire qu'elles étaient taillées dans un seul tronc de chêne, directement en creusant. Alors, avec tous les détails. Donc, en particulier, vous voyez sur ce plan-là, celui du bas, là, vous voyez des petits points au milieu. Ce sont ce qu'on appelle les trous de jauge. C'est-à-dire que quand vous creusez un coup d'herminette malheureux, et c'est foutu. On va chercher un autre arbre. Hein. Donc, ils faisaient des trous à la profondeur du fond qu'ils voulaient conserver. Et donc, quand ils taillaient, quand ils arrivent au trou, on s'arrête. Donc, c'était la jauge. Et ensuite, ce trou, on le rebouche avec un petit coin de bois et l'affaire est jouée. Alors, les pirogues, on les a fait analyser par des gens dont c'est la spécialité. Vous voyez que c'est des pirogues qui pouvaient quand même emporter une charge importante, de l'ordre de 150 kg, plus 2 à 4 pagayeurs, et qui n'aurait un tirant d'eau que de l'ordre de 15 à 20 cm dans ces circonstances. Hein. Donc, on pouvait faire du transport sur le lac facilement. Quand je vous disais qu'ils traînaient les billes de chêne, ça ne posait pas de problème aux piroguiers. Ça pose plus de problèmes aux gens qui veulent conserver la pirogue ensuite avec les rayonnements nucléaires. Alors, ils allaient à la pêche, bien entendu. On a retrouvé tout ce qu'il faut pour aller à la pêche, les hameçons, les flotteurs de filet, des flotteurs de ligne, des morceaux de nasse. Donc, la pêche, comme maintenant. Alors, je ne détaille pas, mais on sait les espèces qui mangeaient parce qu'on a retrouvé les écailles. Les écailles, ça se conserve. Donc, la croissance des écailles, c'est comme les cernes du bois, c'est-à-dire que sur un poisson, on peut lire la croissance de ces écailles. Donc les spécialistes, là, ils peuvent vous dire, là, c'était une chevenne de tel âge. Elle a 1000 ans, mais bon. Et on peut savoir qu'elle a été pêchée au printemps ou à l'automne, parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Je ne vous dirai pas les détails, parce que ce n'est pas ma spécialité. Alors, on sait qu'ils utilisaient beaucoup de textiles. On a retrouvé très peu de textiles, mais quand même, et qu'on a pu conserver. Donc, un serger et puis une toile de lin. Déjà, serger, c'est assez particulier à tisser. On sait qu'ils avaient des métiers. S'ils avaient des textiles, ils avaient des métiers. Mais on a retrouvé un montant de métier qui peut être attesté par les spécialistes. Et puis, tout ce qu'il faut pour travailler le chanvre, par exemple, les broies, les spadons, pour travailler la laine, les cardes,
les fuseaux, les grugeoirs qui servent à enlever les petites graines qui sont sur le chanvre. Donc on a retrouvé tout ça bien propre. Alors chaque fois, ce qui est exceptionnel, c'est que pour chaque outil, il y a un bois spécial qui est utilisé. Hein. Il y en a qui sont en érable, il y en a qui sont en buis. Il y a toujours un savoir-faire remarquable dans le choix des essences pour chaque application, ce qui montre bien que c'était une culture qui venait de loin, qui ne sont pas débarqués comme ça sans rien savoir. Alors, les serrures et les clés, hein, ça c'est tout à fait intéressant parce que ils avaient, comme je vous ai dit, une très grande quantité de clés, des clés en fer ou des clés en bois, comme celles que vous voyez là. Alors, on a retrouvé une serrure complète. C'est ce qu'on appelle une serrure à boîtier. Vous voyez, c'est des serrures qui sont encore utilisées. Si vous allez vous balader dans le Maghreb ou au Gard, vous allez trouver des serrures à boîtier. Donc, il y a des sortes de clapets qui retombent quand la clé a été passée et qui permettent de faire coulisser le pen. Alors, chose curieuse, c'est que cette serrure qui a été retrouvée complète, quand on a essayé de la reproduire et de la faire marcher, elle ne marche pas. Donc, manifestement, le serrurier de l'époque s'est planté dans sa serrure, il l'a jetée telle qu'elle, elle n'a jamais été montée, et puis ça nous permet de la retrouver. Donc on sait qu'il y en avait qui marchaient, qui étaient identiques et qui étaient sur le même système. Et puis toutes sortes de ferrures, de pentures, de toutes sortes qui servent. On n'a pas retrouvé de gonds ni de pommelles, c'est-à-dire que c'était tout en bois et ça a été démonté ou difficile à retrouver. Alors, une mine d'informations, ben, comme toujours, les archéologues, ce qu'ils adorent, c'est les poubelles. Donc, dans des poubelles, il y a absolument la signature totale d'une civilisation. Hein. Si vous allez chez les Américains, vous trouverez forcément une canne de Coca-Cola. Et donc, vous savez que vous êtes en Amérique à coup sûr. Mais vous pouvez être ailleurs aussi que le Coca-Cola. Donc, on a fouillé soigneusement les dépotoirs. Vous voyez que dans le coin du côté du lac, ils balançaient tout ce qui ne les intéressait plus. Et tout ça, c'est fort intéressant parce que un dépotoir, c'est l'endroit où on jette les pots cassés, mais on jette aussi tout. Donc ça permet d'analyser les fumiers, etc. C'est des informations qui ont été extrêmement précieuses. Alors en matière de poterie, ben, il y a des tas de pots, des pots tournés, des pots à fond bombé, des pots marqués. Donc, et alors, ce qui nous embête beaucoup, c'est qu'on n'a pas retrouvé le potier. On sait que c'est des poteries locales, mais on ne sait pas où est le potier. Donc, si les gens du cru, ici, si dans vos promenades, vous trouvez un four de potier de l'an 1000, vous le signalez, hein, on vous fera une petite récompense. Alors, la vaisselle. La vaisselle, ben, toute la vaisselle est en bois. La vaisselle quotidienne est en bois, les assiettes, les pots, les cuillères, pas les fourchettes évidemment, puisque ça n'a été utilisé que beaucoup plus tard. Et alors, ce qui est drôle, par exemple, les fourchettes, on sait combien il y avait de droitiers, combien il y avait de pas les fourchettes, qu'est-ce que je dis? Les cuillères, on sait combien il y avait de droitiers, combien il y avait de gauchers. Parce qu'une cuillère de droitier et une cuillère de gaucher, c'est pas usé du même côté de la même façon. Donc il suffit de regarder de quel côté c'est usé. On peut faire des statistiques de gauchers. Et on a vérifié qu'il y avait plus de droitiers que de gauchers, comme je crois que c'est toujours le cas dans nos sociétés modernes. Et puis, ce qu'on a trouvé de très curieux, c'est des couteaux. Alors les couteaux, on en a à foison des couteaux. Il y en a partout, il y en a beaucoup qui sont passés au travers, puis il y en a dans la rue, il y en a partout, il y a des couteaux. Et vous voyez, 450 couteaux. Donc, si on suppose que c'était des familles dominantes, plus un peu des familles accessoires, mais donc 10, 20 personnes au maximum, ils n'avaient quand même pas besoin de 450 couteaux, même s'ils n'ont pas occupé très longtemps. En plus, ces couteaux, ils sont aciérés, c'est-à-dire que c'est du fer, mais des tranchants rapportés en acier. C'est-à-dire qu'il est recarboné sur le tranchant de façon à devenir beaucoup plus dur et beaucoup plus coupant. Donc c'est de la haute métallurgie. Et puis beaucoup de ces couteaux, vous voyez ce qu'on appelle la soie d'un couteau ou de n'importe quel objet, c'est la petite queue qui rentre à l'intérieur du manche.
Alors, on voit s'il a été utilisé ou pas, parce qu'on voit bien si la soie est usée ou si elle est nette. Et on a beaucoup de couteaux dont la soie est nette, ils n'ont même pas été emmanchés. Donc, ils faisaient du trafic de couteaux, on ne sait pas. Là, les couteaux, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, les outils de menuiserie, eh bien, on trouve des tarières pour faire des trous, on a même trouvé un rabot. Alors, vous voyez que ça ressemble étonnamment au rabot moderne. Hein, c'est absolument le rabot moderne. C'est ce qu'on appelle maintenant, on appellerait maintenant ça une mouchette. Hein, c'était un tout petit rabot. Il fait 10 cm de long. Hein. C'est pas un rabot d'enfant. C'est un rabot sans doute pour raboter les manches d'outils pour ne pas se mettre des échardes dans les mains. Je suis allé récemment visiter un atelier de lutherie et le luthier utilise une mouchette pour finir de raboter soit les différentes parties des violons et des différents instruments de musique, qui ressemblent étonnamment à mon rabot médiéval. Il n'est pas plus grand et il est pareil avec un fer, tout pareil. C'est tout à fait marrant. On trouve, vous voyez, les fonds de baquet et Alors, on trouve aussi des chaussures. Les chaussures sont conservées. Un certain nombre de chaussures ont été conservées. Donc, on connaît la mode de ces gens-là. Et d'ailleurs, on a été assez surpris parce que la chaussure à bout très pointu, qu'on appelle poulaine, était considérée comme beaucoup plus tardive. Et donc, la poulaine était déjà portée en l'an 1000 au bord du lac de Paladru, n'en déplaise à Alain Resnais. Alors, on trouve de quoi travailler la peau, les poinçons, les haleines pour faire les coutures. On trouve les échards noirs qui servent à racler la peau pour enlever la graisse et les poils. Et puis, on trouve surtout les formes pour fabriquer les chaussures. Donc, ils étaient très autonomes. Et on trouve des formes d'enfants. Donc, on a la preuve qu'il y avait des enfants, donc qu'il y avait des familles. Parce qu'on n'a trouvé aucun jouet, rien. Pas un jouet, pas un objet miniature qui pourrait être un jouet. On a trouvé des morceaux qui pourraient être des morceaux de berceau, mais douteux. En tout cas, là, ça c'est la preuve formelle. Il y avait des enfants, c'était des familles. Alors, les soins du corps, eh ben, les peignes. Alors, il y a le fameux peigne à poux. Il existait déjà. Hein. Donc, je ne sais pas s'ils avaient la Marie-Rose, mais ils avaient le peigne à poux. Et alors, vous voyez la scie à quoi elle servait? Parce que quand il fallait faire les dents du peigne à poux, il fallait faire une petite scie en fer très mince et très fine. Et puis, les peignes courants, vous voyez que le peigne courant, il a toujours ce qui était toujours le côté démêloir et le côté peigne, hein, avec la grosse denture, la petite denture. Et puis, les épingles, et puis un peu de bijouterie. Pas énormément, mais un peu, de l'argent. Vous voyez, il a une boutterole. Alors, cette boutterole, une boutterole, c'est un truc qui fait soit le bout de la ceinture, là, pour arrêter le bout de la ceinture, soit le long d'une ceinture. Et cette boutterole est intéressante parce qu'elle représente une gourde de pèlerinage. Donc, ça donne une indication sur la religion et sur les pratiques religieuses des gens, simplement avec une boucle de ceinture. Hein. Elle est en étain. Et puis des boucles d'oreilles, et ça, une broche en étain avec des émaux. Or, à l'époque, les émaux ne se faisaient que dans la région du Limousin, hein, les émaux de Limoges, c'est toujours. Donc, il y avait du trafic d'objets d'art, de bijouterie. Les gens voyageaient, les gens achetaient les objets dernier cri, hein, pour se mettre à la mode, les poulaines, des émaux de Limoges, à n'en plus finir. C'était des musiciens, puisqu'on a trouvé leurs instruments de musique. Alors, on a trouvé évidemment ce qu'on trouve souvent dans les fouilles, c'est-à-dire des flutiaux, des flûtes en os, souvent des flûtes en os d'oiseaux échassiers, par exemple des jambes de héron, ça permet ensuite de faire une flûte. Ou bien, et dans ce cas-là, on a trouvé aussi des cornets, des flûtes qui étaient pourvues de cornets. Alors, on les a reconstituées à l'identique. Et puis les musicologues, les archéomusicologues ont joué de ces instruments, et ils jouent parfaitement bien, et ils sont relativement bien accordés aussi, selon nos critères. Alors, ça aussi, c'est assez renversant, puis ça contribue
à préciser la haute qualité technique et culturelle de ces malheureux abandonnés au bord d'un lac. Hein. C'est ça qui est tout à fait passionnant. On a trouvé un grand corps en céramique, un corps d'appel pour rameuter les bestiaux ou à la chasse. Et puis, mieux encore, on a trouvé des chevalets de vielle, donc ils jouaient de la vielle. On a trouvé des flûtes de pan en noyer, et puis on a trouvé des muses en chêne. Alors les muses, c'est des sortes de petits flageolets à deux tuyaux, avec des trous pour les notes, dans lesquels il faut souffler très fort. Et comme souffler très fort, c'est très fatigant, on s'est dit que ça serait mieux si on mettait un sac en peau de chèvre au bout de la muse, et puis on fait comme ça sous le bras, et ça fait la cornemuse. Et voilà. Donc on a trouvé tous ces objets qu'on a pu reconstituer, avec lesquels on a pu jouer. Hein. Donc vous voyez, on est vraiment là dans un niveau de familiarité avec cette population qui est tout à fait passionnant. Une cloche en buis, peut-être, une cloche, un cylindre de buis, bon, peut-être. Alors ces gens-là, ils se distrayaient, ils jouaient aux échecs. Donc on a trouvé les jeux d'échecs, on a trouvé les pions d'échecs. Et les pions d'échecs, à cette époque, l'échec était un jeu qui provenait directement du monde arabe. Et donc les pions étaient conformés selon la tradition arabe. Donc avec, là je crois que je ne sais plus, c'est une dame qui a un dosseret, là, celle qui est tout à fait à gauche. Et puis voilà, un roi arabe, il est comme ça, en bas. On n'a pas trouvé l'échiquier, mais bon, si on a les pions, on devait avoir les échiquiers. Et puis on a trouvé des pions pour jouer au trick-track. Hein. Le trick-track, c'est devenu le jaquet ou le backgammon, si vous voulez. Et puis, alors, on a trouvé aussi très intéressant les dés à jouer. Et alors, particularité des dés à jouer, c'est des dés en buis, c'est que vous savez que si vous regardez un dé, les chiffres sont toujours positionnés d'une façon particulière. Hein. On n'oppose pas le 6 au 2 ou 4 n'importe comment. Il y a une convention. Eh bien, c'était déjà cette convention-là. Les oppositions des chiffres sur les dés étaient déjà ceux qu'on pratique maintenant. Et alors, plus rigolo encore, on a trouvé des dés pipés. Des dés pipés qui ont 2 6. Donc, ces gens-là trichaient déjà. Voilà, pour ce qui est des jeux. Alors, c'était des militaires, ça, c'est sûr. Donc, c'était des paysans, je vous l'ai dit, et c'était des militaires, d'où les chevaliers paysans de l'an 1000. Hein. C'était des militaires parce qu'ils ont du matériel militaire à leur portée. Les chevaux, donc les fers, bon, faire un cheval, ça, c'est pas encore trop probant, mais les éperons, et puis les morts, et en particulier ce qu'on appelle un mort à double bride, c'est-à-dire que si vous tirez sur une deuxième bride, vous faites soulever un petit ergot dans le mort qui vient se planter dans le palais du cheval. Et donc, c'est comme le coup d'éperon, ça lui donne un coup de vif pour aller à l'attaque, ne pas se laisser influencer par ce qu'il voit au premier plan. Donc cette technique qui a perduré était déjà pratiquée à cette époque avec ce genre de mort. On a trouvé aussi des éléments de sellerie importants. Alors les armes, eh bien des belles armes, des lances, des épées, des haches d'armes, et puis des armes de jet, c'est-à-dire des flèches et des carreaux d'arbalète. On a trouvé une belle épée qui est signée d'un certain Ingelerius, donc si elle lui appartient, elle est au génitif Ingelerii, et qui est un fabricant rhénan. Donc là encore, trafic, importation, mouvement culturel et économique important. Alors, on va revenir un peu sur les carreaux d'arbalète, parce que, alors on a trouvé, il y a 2 types de carreaux. Il y a les carreaux pointus, les carreaux c'est la flèche d'arbalète. Hein. Il y a des carreaux pointus qui percent, et puis il y a des carreaux à bout carré, qui servent à assommer, qui servent à chasser les oiseaux. Pour ne pas abîmer les oiseaux, les petits animaux, on utilise un carreau à bout carré. On a trouvé, donc c'est la preuve aussi qu'ils chassaient les oiseaux
avec ces arbalètes. Alors on a trouvé des éléments d'arbalète, petites arbalètes, petites. On a pu la reconstituer et on a pu faire des essais avec. Donc on a tiré sur des paquets de viande à distance et on s'est aperçu qu'elles étaient extrêmement dangereuses. Alors ces petites arbalètes, c'est en fait des arbalètes de cavalerie. Parce qu'un cavalier, pour tirer avec un arc, il a besoin de ses deux bras pour bander l'arc, ajuster et lancer sa flèche. Alors qu'un arquebusier à cheval a besoin que d'une main. Parce qu'il commence par bander son arbalète, puis ensuite il la tient à la main et il a le doigt sous la détente et il vise comme ça tout en cavalant et clac, il lâche au bon moment la détente et l'arbalète envoie son carreau. Donc ces petites arbalètes étaient sans doute des arbalètes de cavalerie. À un moment, on s'est dit c'est une arbalète d'enfant, mais non, en consultant tous les spécialistes mondiaux, on s'est dit non, c'est un engin dangereux, c'est une véritable arme. Alors, on arrive au bout de cette affaire. Pourquoi ils sont restés si peu de temps? Eh bien, parce qu'ils ont été chassés par des inondations, c'est-à-dire que le niveau du lac est monté. Alors, si on revient un peu à l'hydrologie de ce lac, il y a ce qu'on appelle, non pas le petit âge glaciaire, mais une embellie, l'embellie du Xe siècle, c'est-à-dire que dans les années 930 jusqu'à pratiquement l'an 1000, il y a eu une période de climat très doux et les eaux ont baissé presque partout, et on le constate un peu partout. Alors, ça a permis donc d'exonder la petite plage de craie, de la durcir et de donner envie de s'y installer. Sauf que manque de peau, c'était passager et on est revenu ensuite à une période beaucoup plus humide à partir des années 1040, 1050, etc. Et puis on est entré à ce moment dans ce qu'on a appelé ensuite le petit âge glaciaire, c'est-à-dire que les températures au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle ont été plus froides que la moyenne. Alors, ça a entraîné évidemment beaucoup plus de pluviosité. Donc, déjà, on s'aperçoit que ils sont installés un petit peu avant 1000, 900 quelque chose. Et puis, ils sont partis, vous voyez, vers 1030. En 1020, ils ont déjà été obligés de réparer une maison, de remettre des pieux, de réparer la palissade côté lac qui partait en brioche. Donc, et puis on voit sur les carottes sédimentaires que l'eau avait envahi. On y retrouve des algues, on y retrouve des coquillages, on y retrouve tout ce qui indique qu'il y avait de l'eau. Donc ils ont commencé un peu à patauger là. Donc ils se sont quand même fait beaucoup de soucis. Et par-dessus le marché, le lac qui alimente la Fure, il transporte énormément de sédiments. Et donc, petit à petit, le déversoir s'ensablait. Et donc, au fur et à mesure que le déversoir s'ensable, si la pluviosité augmente, elle emmène beaucoup plus de sédiments. Et donc, c'est un cercle vicieux. Le niveau du lac monte. Par-dessus le marché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient eu besoin des écologistes à l'époque. Parce que comme ils ont défriché massivement les bords du lac, eh bien, toutes les végétations, les taillis sous bois, et puis comme ils ont vraiment pelé les rives du lac. Donc si on multiplie par là, on a 800 pieux, plus les pièces de charpente qu'on ne connaît pas. Si on multiplie par 3, puisqu'il y avait 3 villages, ça fait vite, on est à 2000 bois abattus en l'espace de 30 ans. Donc ça devait faire sacré saigner. Surtout qu'il est coupé assez bas pour bénéficier d'un fût bien utile sur une grande longueur. Donc, ils ont ensuite aggravé leur cas, évidemment, en défrichant. Donc, si on ajoute tous ces phénomènes, la variation climatique naturelle, l'ensablement du verrou du lac et le défrichage massif, eh bien, ils se sont trouvés les pieds dans l'eau. Et alors, une fois qu'ils se trouvent des pieds dans l'eau, ben, qu'est-ce qu'ils font?
il faut décamper. Alors, on n'a aucune trace d'incendie, donc ils ne sont pas partis parce qu'ils se sont battus, que leur maison a été incendiée. Et on trouve tellement peu de traces de grands objets. Par exemple, on ne trouve pas les charrues, les arères, on ne trouve pas les métiers complets, on ne trouve pas un certain nombre d'objets qu'ils avaient forcément. On sait qu'ils tournaient le bois, mais on ne trouve pas de vestiges de tour. Donc, non seulement ils ont récupéré soigneusement tous les gros objets qui étaient de valeur pour les emporter ailleurs, mais en plus, on pense être sûr qu'ils ont démonté soigneusement toutes les charpentes pour en récupérer les bois. Parce qu'on a retrouvé toutes les chevilles de charpente, qui font souvent 30 cm ou plus, stockées au dépotoir. C'est-à-dire qu'ils devaient démonter pièce par pièce un grand pan, et puis pendant que les autres ça étaient en l'air sur les échelles, il y en avait un qui, avec un maillet, chassait toutes les chevilles, les laissait par terre, et puis mettait ça sur des charrois ou à l'eau pour les tracter, de façon à démonter ça soigneusement. C'est pour ça qu'on a tant de mal à reconstituer l'architecture, parce si on trouvait une poutre seulement complète avec ces traces d'assemblage, on a un bout, on en a une il y en a une, avec un trou de cheville et une trace d'assemblage. Mais bon, c'est maigre pour reconstituer toute la charpente, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, ils sont allés s'installer dans les terres environnantes. Alors, à l'époque, c'est la grande époque des mottes castrales, c'est-à-dire c'est le début des châteaux forts, sauf que ce n'est pas encore des châteaux en pierre, c'est des châteaux en bois, et qui sont juchés sur des mottes, qu'on appelle aussi des poipes, donc, ou des papes. Donc chaque fois que vous êtes dans un village qui s'appelle Machin-la-Poipe ou Rieux-la-Pape, eh bien vous êtes sûr que vous êtes sur un site de motte castrale, c'est-à-dire ce qui est représenté systématiquement, par exemple, sur la tapisserie de Bayeux, qui est de ces époques-là, qui est du XIe siècle. Et c'est-à-dire que les châteaux, c'est un ensemble fortifié en bois qui est juché sur une butte de terre avec un fossé autour. Et ces mottes, on a pensé pendant longtemps que c'était un dispositif plutôt du nord de la France. Et puis on s'aperçoit maintenant, en y regardant de plus près, qu'il y en a partout, y compris dans le sud. Simplement, elles sont en bois et à l'air libre, donc tout a pourri. On ne retrouve plus au maximum les trous de poteaux, c'est-à-dire qu'on trouve dans la fouille des petites fosses qui sont remplies d'une terre plus brune que celle qui est à côté, parce que c'est la pourriture des pieux qui y étaient, ou des sédiments qui s'y sont accumulés. Donc c'est comme ça qu'on arrive à identifier les mottes castrales. Les mottes castrales, la grande période des mottes castrales, c'est la fin du XIe. Donc ça disparaît progressivement au XIIe siècle pour être remplacé par les vrais châteaux forts qui commencent à être en pierre, comme ceux qu'on connaît au Moyen-Âge, au courant du Moyen-Âge. Il y avait aussi donc les abbayes où ils pouvaient rejoindre, et puis il y avait aussi les villages. Parce que quand on regarde ces trois malheureuses familles, ou mettons 6 malheureuses familles, pour cultiver tous ces champs, surtout s'ils étaient aussi cavaliers, chevaliers, etc., ça ne suffit pas. Donc ils avaient des relations importantes avec des villages alentours. Et donc les villages alentours avaient peut-être chez eux dans leur hangar les charrues, les bâts pour les animaux, encore on a retrouvé un fragment de bât pour les ânes. Mais ils ont donc pu rejoindre tout simplement leur village, à moins que leur commanditaire leur ait dit « Bon, maintenant ça suffit, tu vas à tel endroit avec armes et bagages. » Donc ça, on ne saura jamais. Si on fouille autour de cette région, eh bien on en trouve des mottes castrales. Il y en a une dans la commune voisine de Charavine, à Chirins. Il y en a même plusieurs. Et il y en a une qui a donc été fouillée là par Chantal Mazard dans les années 80, et où on a retrouvé avec les fameux trous de poteaux qui permettent de voir où était le bâtiment principal, la petite tourelle secondaire, et puis surtout on a retrouvé le fossé. Donc le fossé, vous le voyez ici, il est intact,
Il fait tout le tour de la motte. Et c'est un signe très, très évident. Hein, cette convalation-là est un signe très évident de la présence des mottes castrales. Alors, ben voilà, vulgarisation maintenant. Alors, il est sorti le fameux bouquin en 93 qui est tombé dans les mains du metteur en scène, qui s'est dit, tiens, ça c'est vraiment tellement ridicule, je vais lui donner ça comme rôle à Agnès Jaoui. Et puis alors surtout, ben, le boulot qu'on a fait, parce qu'on a arrêté la fouille, donc pour les raisons que je vous ai dites en 2009, mais depuis, ben, tout le monde se retrousse les manches à collationner, à comparer, à envoyer des messages à droite, à gauche, en Allemagne, en Suisse, en Italie. Est-ce que vous connaissez ça? Qu'est-ce que vous en dites? Et donc, on attend les réponses. Est-ce que vous pouvez nous écrire 10 lignes là-dessus, etc. Et donc, on a sorti finalement ces bouquins-là. Donc, vous voyez, c'est quand même 1120 pages. Ça pèse 5 kilos. Donc, je ne vous l'ai pas apporté. Je ne vous l'ai pas apporté. Et donc, c'est la compilation de tout ce que la fouille a produit, presque tout, parce qu'on ne peut pas se prétendre avoir tout produit, tout consigné, mais de façon à ce que bon, les autres chercheurs, les autres archéologues puissent se référer à tout ça, se disent ben, on a trouvé un rabot. Est-ce qu'il ressemble à celui de Charavine? Donc on cherche les objets en bois, gna gna gna. Là, le rabot, alors il y a son dessin, son élévation, sa coupe. Il n'y a pas simplement la photo. Hein. Il faut donner pour tous les pots, pour tous les objets, le dessin en plan, en élévation, de tout à l'échelle. Hein. Donc ce travail, donc, à l'issue de la fouille de 2009, eh ben, il a pris jusqu'à 2024 pour être terminé. Puis je vous passe les années passées à chercher un éditeur, à chercher un imprimeur, à relire. C'est hallucinant de relire hein, quand il faut relire. Alors, ce n'est pas le même qui relit tout, ou presque, mais que chaque rédacteur relise. Donc, moi, j'avais une quarantaine de pages qu'on avait co-signé avec Rémi et qu'il a fallu aussi relire. Et vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui ont édité parmi vous, mais vous savez que la chasse aux fautes, c'est sans fin. Donc voilà. Alors, autre conséquence importante, ben, la création d'un musée. Alors, la création du musée de site de Paladru, qui maintenant est ouvert, qui a une belle collection. Mais ce musée de site, il a une histoire rocambolesque qui vaut la peine d'être racontée. Parce qu'il avait été d'abord envisagé de faire un vrai musée de site, c'est-à-dire un musée où on puisse visiter le site sur place, et puis avoir les objets à portée de la main dans un même domaine. Et puis éventuellement disposer d'un terrain dans lequel on pourrait refaire des expérimentations avec les enfants des écoles, tu vois, comment on enfonce un pieu, comment on tourne un bol en buis. Et donc un projet a été monté à la fin des années 90. Un architecte, il y a eu un concours, il y a eu un architecte qui a été sélectionné. On avait un beau projet, on a présenté ce projet, et les riverains, ils ont dit « Halte là, pas de ça chez nous !» Donc, pas question d'attirer du public devant ma propriété, pas question de m'empêcher d'aller en bateau où je veux sur mon lac. Donc, il y a eu une levée de bouclier terrible et il a fallu abandonner le projet. Donc, c'est un peu dommage parce que le musée qui est très bien, mais d'abord, il est à Paladru, c'est-à-dire qu'il est tout à l'autre bout du lac. Donc, on est obligé de regarder sur maquette ou sur plan ce qui se passe à Charavine. Et puis, bon, on a une belle collection qui regroupe le néolithique et le médiéval. Et donc, si vous avez l'occasion d'aller par là-bas cet été, faites un petit crochet à Paladru par le musée archéologique de Paladru, un bâtiment architectural qui est assez audacieux, qui est assez beau, et qui donne sur le lac directement. Donc, ça vous fait donc un bel récapitulatif, approfondissement de tout ce que je vous ai raconté
et pour l'attention duquel je vous remercie infiniment. Voilà, maintenant, s'il nous reste du temps, oui, il en reste un petit peu. Ouais, on a un peu de temps? Eh ben, allez-y. Je vais circuler un micro. Vous avez tout compris alors. Attends, je vais vous amener le micro. Pardon. Oui, ma question, Michel, je te parlais tout à l'heure de ce qu'il y a à côté de mon petit village, dans lequel on a trouvé des objets en bronze. Avez-vous trouvé des objets en bronze? C'est la métallurgie qu'on trouve, c'est la sidérurgie, c'est de la métallurgie du fer. À ce propos, donc, on pense qu'il y avait sur place une forge, puisqu'on a trouvé des culots de fonte du minerai. On a trouvé des parois de four, de bas fourneaux qui servaient à chauffer, mettre le minerai en fusion. Et on a trouvé des dalles qui manifestement étaient des enclumes, des dalles de pierre dure, qui étaient des enclumes. Alors, il y a deux hypothèses, ou est-ce que c'était simplement pour réaffûter les outils, ou si on fabriquait ces outils sur place, ça, on ne saura pas. Mais donc, c'est dominé par la métallurgie du fer, ici. Oui, monsieur. Oui, simplement une petite question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment était organisée la chevalerie, justement les chevaliers de l'an 1000? Est-ce que les historiens ont travaillé sans doute sur le sujet et nous expliquer un peu le fonctionnement de cette chevalerie? Eh ben, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que des chevaliers paysans, on n'en connaît pas. Donc, on se trouve là avec une énigme. C'est un statut particulier. C'était des gens, donc, comme je vous dis, c'est sûrement des missions où il fallait conquérir ou occuper un espace, soit parce qu'il était vacant, soit parce qu'on craignait que d'autres y viennent. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait une certaine autonomie et qu'il fallait un armement sérieux. On prétendait se défendre puisqu'il y a une enceinte tout le tour qui a été soigneusement réparée quand il y a eu une inondation. Et puis vous voyez que vous avez des armes de très belle qualité, ces fameuses lances à éperon que vous avez vues, là, qui sont des lances assez classiques de cette époque, qu'on trouve couramment. Alors, sur les statuts de ces gens-là, on est très très perplexe, effectivement. Certaines armes ont été retrouvées comme si elles avaient été enfouies volontairement, de façon propitiatoire, si vous voulez, comme pour être dédiées à... Comme ça avait l'air d'être des chrétiens, peut-être dédiées à un Dieu chrétien, mais est-ce qu'on était dans une phase transitoire où il y avait encore d'autres croyances qui pouvaient se côtoyer? Donc ces gens-là venaient avec une culture qui était une culture militaire, manifestement, qu'ils avaient des missions, qu'ils avaient un contrat, et ils venaient avec leur famille, et ils étaient équipés pour survivre à peu près tout seuls, ou en tout cas dans ce réseau de 3 villages, ou de 3, c'est même pas des villages, c'est des mini-hameaux, puisque c'est une maison principale et deux maisons secondaires. Mais il semble que ce qu'on peut savoir des deux autres était de même type, avec en particulier le même appontement, puisque ça a été retrouvé dans les grands roseaux. Donc le statut de chevalier à cette époque, c'est un peu abusif d'appeler ça chevalier parce que
chevalier, ça renvoie à la chevalerie qui sera plutôt beaucoup plus qui sera plus tardive, hein, qui sera plus tardive. Donc ils sont chevaliers parce qu'ils sont militaires et à cheval, c'est déjà une chose, mais ils sont paysans aussi parce qu'ils gèrent un petit espace agricole avec leur famille, parce qu'ils élèvent des animaux, ils les consomment, parce qu'ils ont un niveau culturel élevé puisqu'ils jouent de la musique et ils jouent au tric-trac, aux échecs, etc. À ce sujet d'ailleurs, les pions, les dés qui sont dans la maison principale sont en os et dans les maisons secondaires sont en bois. Donc il y avait une hiérarchie sociale. Il y avait une hiérarchie sociale. Qui était une mini-hiérarchie sociale au sein de la mission. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire avec certitude, parce que il faudrait utiliser un terme spécifique pour qualifier ces gens-là. Et chevalier, c'est vrai que c'est abusif par rapport à la tradition chevaleresque qui va se développer plus tard, quoi. Ouais. Ben, la seule trace, on a deux traces de religion qui sont patentes. C'est l'arçon de cavalerie sur lequel il y a une croix, et puis c'est la boutrolle de ceinture sur laquelle il y a une gourde de pèlerinage avec une dédicace. Donc c'est manifestement des chrétiens. Oui, c'est manifestement des chrétiens. Si c'était bien une mission, comme on le pense, de l'archevêque de Vienne, c'était obligatoirement des chrétiens. Mais bon, on sait que des traditions animistes ont continué longtemps à se mêler, hein, au Moyen-Âge surtout, mais même à cette époque du début du Moyen-Âge, puisque là on n'est plus au Moyen-Âge, on est déjà dans le vrai Moyen-Âge, mais dans sa période antérieure. Il y a encore, bon, on voit sur la toponymie, les noms des lieux, on voit encore beaucoup de confusion entre les signes chrétiens et d'autres signes. Enfin, on a très peu d'indications qui permettent d'être formelles. Hein. Vous voyez qu'on sait quel vin ils buvaient, mais on ne sait pas vraiment quel dieu ils adoraient. Donc, c'est un peu frustrant. Peut-être du vin de messe, alors. Oui. Ben, je vous ai montré l'élevage, oui. Ils élevaient donc beaucoup de porcs. Ils élevaient des brebis, ils élevaient des chèvres et ils élevaient aussi des vaches et des bœufs, puisque on les retrouve et ils les ont consommés. Et puis ils élevaient, comme je vous ai dit, de la volaille. Et donc ils avaient un élevage qui ressemblait beaucoup au nôtre. Hein. Et je vous ai bien signalé que les chevaux étaient élevés que pour la monte, qu'on ne trouve aucun vestige de cheval consommé. Et puis qu'on trouve des chiens et des chats, très peu de chats, mais qui étaient des commensaux, comme maintenant, et qui n'étaient pas consommés. Par contre, on retrouve des renards qui sont consommés. Donc, ils mangeaient les renards. Oui. Le site. Alors, la question le site, évidemment, un gros enjeu, c'est la préservation du site. Parce qu'il y a des activités sportives, touristiques sur le lac, et il faut absolument empêcher que tout un chacun vienne patauger là-dessus. Donc, il y a un périmètre d'interdiction. Hein, il n'est pas question de venir patauger. Et puis, il y a une tentative de replanter les roselières pour que les roseaux réinvestissent tout ce terrain, et donc pour que ça soit matériellement difficile d'y aller. Mais cette question de conservation des sites, elle se pose pour tous les lacs. Hein. Par exemple, au lac du Bourget, vous avez des zones d'interdiction d'ancrer les bateaux qui correspondent à des sites archéologiques. Hein. Donc ça, c'est très compliqué et c'est très aléatoire. Parce que les gens veulent bénéficier, jouir de leur propriété et de tout ce que ça peut offrir. Et donc, vous avez vu, je vous ai raconté l'épisode du musée avorté. Donc, c'est la population locale qui a dit, nous, on préfère s'amuser que d'avoir un musée ici.
Donc pour conserver un site à long terme, c'est toujours aléatoire. Oui. Il y a aussi au lac d'Aiguebelette, oui. Mais c'est pas de même intérêt. Alors, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, bon, la fouille s'est arrêtée en 2009 et la publication est sortie en 24. Donc, l'IA n'était encore pas au goût du jour comme on le fait. Néanmoins, évidemment, la confrontation des données, c'est-à-dire qu'on n'en est plus au tableur Excel. Hein. Donc, il y a pas mal de ces laboratoires, en particulier, vous voyez, tous les laboratoires qui travaillent sur la dendrochronologie. C'est tellement gigantesque le nombre des carottages qu'il faut comparer qu'on fait fonctionner les ordinateurs. Et c'est les ordinateurs qui fabriquent les courbes qui vont servir de référentiel, de spectre de référence pour les datations. C'est un peu chaque secteur spécifique a avancé des outils, souvent des outils maison d'ailleurs, hein, des logiciels développés par les chercheurs eux-mêmes pour les besoins spécifiques de leur travail. Bon, tout ce qui est analyse biologique, ben, on sait que depuis longtemps, les analyses, l'étude du génome, tout ça, c'est des automates hein, qui fonctionnent. Donc, l'IA au sens où tu l'entends, c'est-à-dire que reprendre toutes les données, brasser tout ça et nous sortir la clé, on n'en est pas encore là. Par contre, utiliser des outils avancés de traitement d'informations à haut débit dans chacune des branches, ça oui. Voilà, on est là. L'architecture, c'est le plus archaïque de tous, parce que quand vous avez que des poteaux par terre, on n'a pas de données à mettre sous la main. On va remercier Michel Paulin pour nous avoir emmenés ce soir en Lembille au bord du lac de Paladru. Et on vous souhaite à tous, à toutes et à tous une bonne soirée. Merci.